Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous dans la saison 2 de Destin de femme sur Sud Radio, votre rendez-vous du samedi à 13h30, inspiré du livre au même titre de Valérie Pérez. Cette année, on évolue un peu puisque le féminisme est l'affaire de tous les genres. Nous allons aussi citer à chaque émission des hommes qui se sont engagés pour le droit des femmes. Il s'agit de raconter ici un féminisme qui nous lie tous au lieu de nous cliver, car dans ce monde de dualité, chères auditrices et chers auditeurs, l'équilibre naîtra de l'harmonisation des forces opposées. Dans Destin de femme aujourd'hui, l'ingénieur chimiste Fatima Amarir. Fatima, vous êtes depuis peu directrice du développement et des relations institutionnelles chez Relumix Filtration. Avant cela, vous avez été engagée en politique, notamment en tant qu'adjointe au maire d'Argenteuil et puis dans le foot aussi au RFC Argenteuil, que vous continuez à soutenir, même si vous n'êtes plus au club depuis 2019. En tout cas, votre destin, vous l'êtes tracé, ça c'est clair, avec conviction, c'est une évidence. Et c'est ça qu'on raconte sur Sud Radio. Bienvenue Fatima Amarir. Bonjour à tous, merci beaucoup Judith. Avec plaisir. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Voilà, maintenant qu'on a rapproché le micro, on va s'entendre. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, on fait évoluer le concept, on fait évoluer les questions aussi, et on introduit les hommes dedans comme promis. Alors, Fatima Amarir, déjà on va commencer par la première question. Quelle est votre définition du féminisme ? Le féminisme. Alors, pour moi, ma vision du féminisme, c'est vraiment une égalité au niveau des sexes. C'est-à-dire que les femmes doivent être les égales des hommes. Mais dans tous ces combats, il ne faut jamais exclure les hommes. Parce que je pense qu'on est totalement complémentaires. Par contre, je ne suis pas du tout dans le féminisme un peu extrémiste, où on veut tout pour nous les femmes, et on... Qu'est-ce qui vous déplaît dans ce en occultant complètement les garçons. Ce qui me déplaît, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit dans l'opposition. Pour moi, on est complémentaires, mais ce que je souhaite pour la nouvelle génération, c'est vraiment qu'on ait les mêmes avantages qu'un homme. Que ça soit plus un sujet, quoi. Tout à fait. Et que même à compétences égales dans le monde du travail, le salaire. Là, oui, pour moi, c'est un véritable combat. L'égalité salariale, à compétences identiques, un homme et une femme pour le même poste soient payés de la même manière. Alors, je vais poser un peu la question. On parle d'égalité évidemment salariale, on parle d'égalité des trois. Est-ce qu'on parle d'égalité des genres pour vous ? Égalité des genres, j'ai envie de répondre oui. Mais il y a aussi, on va pas se mentir, les hommes... Des différences ? Oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de différences notables entre un homme et une femme. Alors, comme vous l'avez dit, je suis ingénieur chimiste, donc j'ai fait pas mal de sciences. Et effectivement, il y a quand même certaines différences. Mais plus sérieusement... Ça serait quoi le bon mot alors ? C'est l'égalité, l'équité ? L'égalité de traitement. Voilà, j'irai plus là-dessus. Et je vous dis, même sur les métiers aujourd'hui, il faut vraiment... Il y a plus, pour moi, il y a plus de séparation. On peut plus dire, il y a des métiers pour les hommes, des métiers pour les femmes. Aujourd'hui, si une jeune femme veut être astronaute, elle peut être astronaute. Si un jeune homme veut faire, j'allais dire pâtisserie, mais bon, on va dire que les plus grands pâtissiers... Ouais, voilà, c'était pas le bon. Mais faire de la mode, faire du stylisme, mais c'est pareil, c'est déjà des milieux qui sont accessibles, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Si un homme veut être nounou, tiens. Ah bah oui, voilà. Tiens, des hommes sages-femmes. Bah voilà. On dit sage-femme, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé un autre mot, mais il y en a certains, comme on a des infirmières. Il y a quelques années en arrière, on parlait que d'infirmières. Il y avait très peu d'hommes qui s'engageaient dans cette voie. Donc, pour moi, il y a... Et dans la voie de l'ingénierie, il y a encore beaucoup de place à faire pour les femmes. Ah oui, alors ça, et justement, et c'est pour ça, ça fait partie aussi de l'un de mes combats pour justement le MEDEF du Val d'Oise. Moi, j'interviens sur les sciences au féminin. D'accord. Donc dans les collèges et dans les lycées, je vais à la rencontre de jeunes filles pour justement leur parler des sciences et de leur dire possible, quoi. Tout à fait, de l'ingénierie. Moi personnellement, vous avez dit que j'étais ingénieur chimiste, aujourd'hui directrice du développement effectivement chez Relumix, mais j'étais ingénieur chimiste dans le milieu de la lubrification industrielle. Et juste ça, quand je rencontrais des personnes et que je leur disais que j'étais dans le secteur de la lubrification industrielle, alors voilà, ils ont à peu près la même réaction que vous, c'est-à-dire qu'il y a un petit moment de bug, et j'en profite pour saluer Vincent Jeanbrun, qui est conseiller régional, député aujourd'hui, qui la première fois qu'il m'a vu et que je lui ai dit ça l'a marqué. Il a fait une crise de fou rire un petit peu ou pas ? Il s'est demandé, s'il dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Quel type de lubrification ? Voilà. Et donc la lubrification industrielle, qui est un milieu très masculin,
Et aujourd'hui, j'ai su faire ma place. Et c'est un peu le message que j'essaie de faire passer à ces jeunes filles, qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas te mettre de barrière. C'est vrai qu'il y a assez peu de femmes finalement dans ces filières-là, mais aussi parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne sont pas capables, quoi. Ah, mais parce que vous savez, on a aussi un grand problème, nous les femmes, c'est qu'on se met des barrières toutes seules. Même des hommes ne nous mettraient même pas, mais nous, parce que de par notre culture, de par les ancrages qu'on peut avoir également, on se dit, non, c'est pas fait pour nous. Ou parce qu'on n'a pas de modèle. D'où le fait que les rôles modèles, c'est aussi quelque chose d'assez important. Celles qui ouvrent les voies pour les générations futures, pareil, c'est très important. Et dans la question du féminisme, les hommes aussi qui accompagnent ces femmes. Alors justement, tiens, est-ce que, ça c'est ma deuxième question, est-ce que les hommes ils peuvent être féministes selon vous? Ah bien sûr. Ouais. Alors moi, vous avez un exemple? J'en ai plein des exemples. Moi j'ai eu la chance, honnêtement, d'avoir été entourée par beaucoup d'hommes et par beaucoup d'hommes qui m'ont accompagnée dans mon développement. Et par exemple, vous avez dit que j'étais engagée en politique, effectivement, adjointe au maire en 2014 d'Argenteuil jusqu'en 2019. Et 2014 a été aussi pour moi la rencontre d'un homme qui m'a accompagnée pendant 10 ans et qui a su me soutenir. Non, un autre homme que je ne pourrais pas citer, mais qui se reconnaîtra, qui a su me soutenir et me dire: n'hésite pas, vas-y, tu as largement ta place. Donc, et tu as les compétences. C'est que finalement, vous vous êtes éveillé aussi grâce à son regard à lui, et que si ça avait été un autre regard, peut-être que ça n'aurait pas été la même chose. Vous avez eu besoin du regard masculin aussi pour comprendre vos capacités à vous. C'est-à-dire que ça ne vient pas forcément toujours des femmes. Disons qu'on ne va pas se mentir, mais par moments, nous les femmes, nous sommes très durs entre nous. Alors on parle beaucoup de sororité, mais je pense qu'il y a beaucoup de mots qui sont utilisés pour très peu d'actions derrière. Et il y a quand même une grosse forme de jalousie entre nous les femmes. Et je trouve ça aussi très dommage parce que moi j'utilise souvent une expression, à savoir que le gâteau est assez grand pour que chacun puisse avoir sa part. Et c'est vrai que, en revanche, il y a des femmes qui sont aussi des modèles extraordinaires, qui savent tendre la main. Mais moi, dans mon parcours personnel, c'est vrai que ce sont plus les hommes qui m'ont tendu la main et les hommes aussi qui m'ont, d'une certaine manière, donné confiance en moi. Et qui ont été là dans l'ensemble de mon parcours. Et mon père le premier, parce que je sais que... Alors moi j'ai grandi en cité, en HLM sur Argenteuil, et quand j'étais plus jeune, j'avais un frère avec lequel j'ai 10 ans d'écart, et deux sœurs entre les deux. Et mon père nous a toujours tenu le même discours, fille ou garçon, c'est-à-dire vous rentrez à 18h au plus tard à la maison, donc quand vraiment le maxi des cours était terminé. Le micro, sinon on l'entend. Et surtout de dire que faites vos études, ayez vos diplômes, ayez votre travail, et vous aurez largement le temps après de profiter. Réfléchir au reste. Voilà. Alors citez-moi, Fatima, pardonnez-moi, Marie-Hérin, un obstacle selon vous à l'avancement justement du droit des femmes qui vous touche, vous, tout particulièrement? J'ai envie de dire peut-être tout ce qui est stéréotype. Et comme on le disait aussi tout à l'heure, la question du plafond de verre ou des ancrages qu'on peut avoir, des blocages naturels qu'on va aller se mettre, alors que ça n'est pas le cas. Des fois aussi, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Mais voilà, c'est vraiment le côté de se dire ah oui, non, mais ça c'est pour un homme, ah non, ça c'est pour une fille. Et pareil, vous avez cité tout à l'heure le club de foot. Encore aujourd'hui, j'ai 46 ans, ma mère ne comprend toujours pas ma passion pour le football, car selon elle, c'est un milieu de garçons. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans, ma fille? C'est ça. Et je parlais de ma nièce qui voulait faire du foot, et elle me disait... En fait, ce que vous dites, c'est que ce qui vous dérange, ce sont les stéréotypes qui sont aussi... de genre, qui sont aussi promulgués par les femmes, quoi. C'est un peu ça, parce qu'entre nous, on se met déjà des barrières. Alors une avancée pour le coup qui a efficacement amélioré la condition des femmes selon vous dans le droit en général, ou quelque chose de société qui fait avancer positivement les choses? Alors je sais pas, parce que aujourd'hui là on est en plein dans la semaine de la rentrée. Pour moi c'est vraiment l'éducation. Et l'ouverture à l'éducation pour les femmes, ça a été une avancée assez importante. Et on oublie que c'est il y a 100 ans, en 1924, qu'un député a promulgué un décret pour que l'enseignement à l'école soit le même pour les filles et pour les garçons. Oui, qu'il n'y ait pas broderie et maths, quoi. C'est ça, certaines, on va leur apprendre les tâches ménagères, et puis les garçons, plus les tâches ouvrières.
Donc l'éducation pour toutes. Pour toutes, ça c'est évident. Et c'est aussi l'un de mes combats au Maroc, aussi pour les jeunes filles. L'éducation, c'est la clé, le savoir, la connaissance, c'est ce qui permettra d'ouvrir les portes pour la suite. Et les fenêtres aussi. Oui, aussi. Parlons vrai sur Sud Radio, Fatima, parlons de vous. Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on le devient ». La première fois que vous êtes devenue femme, Fatima? C'était il n'y a pas très longtemps, j'ai envie de vous dire. Ah bon? Ah oui, okay. Parce que j'ai été fille, j'étais enfant, adolescente, j'étais épouse, ensuite mère de famille, et j'ai envie de vous dire que femme, j'ai commencé à le devenir en 2011. Quand j'ai commencé à avoir mon émancipation, on va dire professionnelle, à prendre des responsabilités plus importantes, à aussi voyager. Donc ça m'a permis de m'ouvrir à l'indépendance en fait, la féminité pour vous. Et même mon père m'a fait la remarque, j'ai divorcé en 2008 et limite mon divorce a été une libération parce que c'est là où j'ai réellement commencé à vivre pour moi et pour ma fille. Ça a catalysé en fait, c'est ça, ça a libéré quelque chose qui était... je me suis... j'avais... Vous savez, quand vous êtes une famille monoparentale, vous devez faire le rôle et du père et de la mère. Oui, et vous avez des responsabilités du quotidien. Donc je savais que je n'avais pas le droit de flancher pour ma fille, qui était à l'époque, 2008, elle avait 3 ans, donc 2011, 6 ans. Et je savais que je devais travailler, que ma carrière professionnelle était importante. Donc je devais manier les deux au quotidien, la vie pro, la vie professionnelle. Et vraiment, 2014 a été la révélation. Et puis je vous dis tous les hommes que j'ai rencontrés. Et je tiens quand même à citer mon président actuel, Frédéric Dombrovski de Relumix, qui, pareil, est quelqu'un qui au quotidien accompagne les femmes et n'hésite pas à recruter des femmes lorsque le talent et les compétences sont au rendez-vous. On va parler de lui dans un instant. Merci pour la transition. Vous êtes parfaite, Fatima. Ne changez rien. Vous avez choisi Destin de femme sur Sud Radio. Vous avez bien raison. Vous êtes aujourd'hui avec l'ingénieure chimiste, directrice du développement et des relations institutionnelles chez Relumix Filtration, Fatima Amarira. Tout de suite. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. C'est la première de la saison 2 de Destin de femme sur Sud Radio, l'émission qui vous propose une nouvelle voie vers un féminisme qui lie les genres au lieu de les cliver à travers les femmes qui s'engagent pour la République. Vous êtes en compagnie aujourd'hui de Fatima Amarir, l'ingénieure chimiste, directrice du développement et des relations institutionnelles chez Relumix Filtration. Alors justement, vous avez commencé un petit peu, Fatima, à me parler de Frédéric Dombrovski, qui est votre patron chez Relumix Filtration et qui justement s'engage pour les femmes. Alors un petit point quand même sur votre entreprise. C'est une entreprise qui existe depuis 1924. Donc c'est pas une jeune entreprise, mais c'est une entreprise maniée avec, j'ai envie de dire, de la jeunesse dans le ton. Frédéric n'a pas 100 ans, je tiens à le préciser. Voilà. A priori, on espère pour lui en tout cas. Et alors vous faites des trucs qui moi me parlent pas plus que ça. Donc, vous allez pouvoir nous expliquer un peu. Faites de la filtration, de la séparation des fluides, de l'industrie, de la défense, de la pétrochimie, de la marine, de l'avitaillement, du traitement des eaux de process, aéronautique, ingénierie et distribution des hydrocarbures. Et votre patron, comme je le disais, Fred Dombrovski, s'engage pour les femmes, même s'il n'aime pas la lumière. On le cite. On est contente de le citer parce que il avait pas trop envie, je crois. Peut-être que comme ça, oui. Ouais, non, c'est plus quelqu'un, c'est plus quelqu'un de l'ombre. Alors, juste pour revenir avant qu'on parle de lui sur ce que vous faites, c'est vrai que quand ce sont des mots qui sont pas des mots usuels, comme on vient de le dire depuis le départ de cette émission, dans la bouche d'une femme. Et pourtant, l'équipe est grandement féminine chez vous. Donc ça, c'est très intéressant. Tout à fait. Pour vous dire, alors, en quelques mots rapides sur l'entreprise, effectivement, on va fêter les 100 ans très prochainement. Donc, on est dans la séparation des liquides. Donc, plutôt sur la partie kérosène, par exemple, quand vous avez de l'eau, c'est essayer Quand on monte dans un avion ? Quand on fait l'avitaillement de l'avion, on s'assure qu'il n'y ait pas d'eau dans le kérosène, parce que sinon on pourrait avoir des petits problèmes. Après, tout ce qui est aussi récupérer des matières en suspension, ce type de choses. Mais moi, aujourd'hui, si j'ai rejoint l'entreprise, c'est plus parce qu'on va ouvrir une nouvelle voie dans le traitement de l'eau. Parce que, c'est très important. Ça devient une ressource de plus en plus à préserver, tout à fait. Et donc avec Thomas Dombrovski, tous les deux, on travaille sur cette thématique. C'est le fils de Frédéric. Voilà. Et c'est vrai que pour revenir à l'entreprise, à la position des femmes, moi, à ma première réunion chef de service, je me suis retrouvée en salle et je me suis dit, mais nous sommes une dizaine de personnes, il y avait 3 hommes. D'accord, ça a changé depuis que vous êtes arrivée là. Non, c'était déjà comme ça. Alors, c'est vrai que j'ai fait la remarque à Frédéric, mais il m'a dit, mais même lui, en fait,
Pour vous dire, il s'en était même pas rendu compte. Oui, il s'était pas posé la question forcément. Non, non, parce que justement, c'est quelqu'un qui est plus de nature vraiment sur la question des compétences. Et quand il a des gens face à lui... il n'engage pas un homme ou une femme, il engage la personne qu'il faut pour le poste, quoi. Tout à fait, c'est ça. Il n'est pas là en train de regarder, effectivement, quel est le genre. Et alors, bizarrement, il est entouré de femmes, quand même. Écoutez, c'est les meilleurs. Il a pris les meilleures personnes. Hein, donc, non, mais c'est vrai que, bon, après, côté atelier, on a aussi des hommes. Hein. Par exemple, sur l'atelier, effectivement, pour la partie montage, tout ce qui est soudure, là, on est plus, on est plus vraiment sur des métiers masculins. Et alors, vous on l'a dit au début de l'émission, vous avez été adjointe au maire d'Argenteuil, vous avez fait du foot. Qu'est-ce qui vous a passé? Enfin, vous n'avez pas fait du foot, vous, mais j'ai géré le club, on va dire. Pardon. J'ai une passion pour le football. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à passer de la politique et du foot à un rôle dans l'industrie de la filtration quand même? Disons que... C'était votre formation de base et c'était logique. Alors j'étais déjà dans le milieu industriel, parce que j'ai commencé en 99, mais dans la lubrification industrielle. Et c'est vrai qu'après 25 ans, j'ai eu un petit problème de santé qui m'a aussi un peu fait réfléchir. Et entre-temps, Frédéric, on se connaissait parce qu'on est tous les deux conseillers du commerce extérieur de la France. D'accord. Et quand il a su que je quittais Motul et que j'étais plus ou moins en train de réfléchir à une autre voie, c'est là où il m'a fait la proposition. Et traitement de l'eau, comme je dis, j'ai été pendant 25 ans plutôt du côté des pollueurs. Et c'est vrai que là, j'ai ma fibre écolo qui reprend un peu le dessus. Et traitement de l'eau, c'est vraiment un sujet qui est très intéressant, sachant qu'on a des projets en France, mais aussi à l'international. C'est ça. Et évidemment aussi, quand on se positionne en tant que femme, on se positionne aussi en tant que mère et on pense à nos enfants. Et on se dit qu'effectivement, il faut préparer une terre meilleure, en fait. Tout à fait, la planète. On a peut-être que... Notre génération ou celle d'avant, on n'a pas été assez sensibilisés, oui, faire très attention à la planète. Et aujourd'hui, on est un peu en train de payer les pots cassés quand on voit le dérèglement climatique qu'il peut y avoir, quand on voit que dans le nord, les inondations et que dans le sud de la France, il y a de la sécheresse, on se dit qu'il y a vraiment un gros problème. Donc si on peut essayer de ramener notre petite pierre à l'édifice, pourquoi pas? Bien sûr. Alors, justement, donc on l'a dit, politique. La politique, ça a dû influencer forcément votre approche aussi de votre positionnement dans votre entreprise aujourd'hui, du développement, peut-être même des relations institutionnelles que vous mettez en place? Oh oui, aussi, parce que effectivement, quand on est adjointe au maire, on est vraiment, tous ceux qui sont dans les collectivités, c'est vraiment pour moi le meilleur mandat politique et c'est celui qui est très formateur parce qu'on apprend énormément par les problématiques que peuvent avoir les administrés, par aussi le fait d'interagir avec d'autres politiques qui sont plus à des échelons plus importants, avec des ministères. Et c'est vrai que dans la vie du quotidien, on va pas se mentir, tout le monde fait de la politique à son niveau. C'est vrai. Donc il y a de la politique qu'on connaît, qu'on voit à la télé et dont on a un sujet en ce moment pour... le futur résident de Matignon, mais on a aussi de la politique dans les milieux associatifs et de la politique dans le milieu du travail. Et alors, justement, le fait d'avoir cette expérience politique, est-ce que vous pensez que ça vous positionne, vous, autrement dans la vie, même en général? Est-ce que ce sont des choses qui sont un peu indissociablement liées? Et puis, deuxième question, pourquoi vous avez arrêté? Alors, c'est vrai que... Alors, je vais peut-être dire d'abord pourquoi je me suis engagée. Moi, je suis à Argenteuil depuis toujours. Et donc, je me suis principalement occupée de ma carrière. Et en 2013, la ville était gérée à partir de 2008 par un socialiste. Et je me suis dit, j'ai vu l'état de la ville et je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas rester inactive. Nicolas Sarkozy m'a donné l'envie de faire de la politique. C'est comme ça que je me suis aussi engagée à droite. Vous êtes engagée chez les LR, c'est ça? C'est ça. Et enfin, plus maintenant parce que j'ai rendu ma carte entre-temps. Mais et Georges Motron... Vous l'avez rendu quand, votre carte? Il y a... Avant Laurent Wauquiez, lorsque Florence Portelli a perdu les élections de la présidence. Et lorsque Georges Motron, en 2013, a décidé de retourner au combat, je me suis dit que j'allais m'engager à ses côtés. Parce que c'est plus une histoire de personnes aussi. C'est toujours comme ça la politique. C'est des gens qui incarnent. Le monde de la politique, c'est aussi ça. C'est des gens qui incarnent et c'est surtout des gens. Et je vous dis, le mandat local pour moi, c'est vraiment celui de l'intérêt général. C'est de pouvoir faire avancer des choses. Et moi, j'ai adoré mon mandat de 2014 à 2019. Parce que j'ai rencontré beaucoup d'Argenteuillais, j'ai pu faire avancer des choses. J'ai surtout été très animée par la question de la jeunesse et de l'éducation. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis fière d'être présidente du Carrefour de l'enseignement supérieur et des entreprises, où je m'engage auprès des étudiants. C'est plus concret, quoi.
Tout à fait. Voilà. Je veux vraiment. Mais vous avez envie de continuer à vous engager, on va dire plus concrètement, parce que peut-être que la politique parfois c'était pas assez concret ou. Ah non, si, c'était parfaitement concret, mais moi j'ai dû m'arrêter parce que. Ça prenait beaucoup de temps aussi. Non, mais j'avais un challenge professionnel et j'avais une partie de ma vie qui était en Italie. D'accord. Donc c'était un peu compliqué de faire de la politique locale tout en étant en Italie. Donc j'ai préféré à ce moment-là mettre ça en stand-by. Tout au long de votre parcours, Fatima Marir, vous avez quand même une grande diversité de rôles, de secteurs aussi. Donc vous avez une carrière très riche et non disloquée ou trop dispersée comme diraient certains, puisqu'on a le droit de changer d'avis dans la vie et c'est aussi ça qui nous enrichit. Qu'est-ce que ce serait le conseil que vous donneriez aux jeunes femmes qui ont envie de suivre un peu votre exemple et de se faire plaisir, ou qui sont en transition, qui n'hésitent pas, ou qui hésitent plutôt, enfin voilà. Alors, pour moi, elles doivent surtout ne pas se mettre de barrières. Et si elles ont un rêve, il faut qu'elles se donnent les moyens. Et elles ont le droit de changer de rêve ou pas? Mais bien sûr qu'elles ont le droit de changer de rêve. On peut changer plusieurs fois de rêve dans une vie? On se cherche pendant toute une vie. Même moi, je me suis cherchée pendant des années. Et pareil, alors je n'en ai pas forcément parlé là, mais j'ai aussi été énormément coachée. J'ai fait énormément de développement personnel parce que même moi, il fallait que je me trouve, il fallait que je connaisse aussi ma mission de vie, entre guillemets. Et je sais qu'aujourd'hui... Donc ça vous a aidé d'être coaché justement? Oui, bah oui, parce que ça m'a... Ça vous a révélé des trucs auxquels vous n'auriez pas forcément pensé, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout aussi des fois des traumas qu'on peut avoir dans notre jeunesse et qu'on n'a pas su à un moment donné verbaliser. Et que là, il y a des gens dont c'est le métier, vont pouvoir vous expliquer peut-être pourquoi vous avez eu telle ou telle réaction ou pourquoi aujourd'hui, par exemple, vous êtes dans tel domaine. Et je reviens sur la présence des hommes. C'est vrai que moi, le fait que je sois dans le milieu du foot, beaucoup de personnes m'ont dit « mais t'es un garçon manqué ». Alors que non, c'est pas le sujet. Je suis. On peut aimer le foot ou la boxe et être une femme. Et je suis une femme et pleinement féminine, tout en aimant aller regarder un match. Est-ce qu'on peut être, petite question drôle comme ça, être féministe et en talons aiguilles? Ah mais tout à fait. Mais oui. Alors là, vous me parlez de ça, mais attendez. J'étais à la rentrée du MEDEF et j'ai assisté à un débat où Sandrine Rousseau était là. Et c'était la question. Je voulais pas la nommer, la pauvre. Ouais, c'était parce que voilà, ça m'a rappelé ce qu'elle a pu dire quand on parlait de la parité. Et pour elle, elle était partie sur le débat sur les tâches ménagères. Mais j'ai envie de dire, mais pour moi, c'est même pas le débat, c'est pas ça le sujet. Si le problème se pose dans son couple, c'est qu'il y a un problème. Ben oui, mais et puis je me dis, mais dans la vie, les gens, ils savent ce qu'ils ont à faire chez eux. Et si monsieur veut pas passer l'aspirateur, peut-être qu'il fait la vaisselle ou qu'il fait autre chose. Ben oui, non mais bon voilà, c'est pas le sujet, franchement. Mais c'est pour ça que des fois, il faut aussi savoir élever le débat. Et aujourd'hui, c'est surtout redonner confiance à toutes ces jeunes filles. Elles ont largement leur place dans la société, dans tous les métiers, tout comme ces jeunes filles. Elles peuvent s'habiller comme elles le veulent. Il n'y a pas de question de se dire ah oui non je peux pas mettre un pantalon trop court ou un pantalon trop moulant, je peux pas mettre une jupe trop courte, je peux pas, ou celles qui veulent. Bon, il y a quand même aussi les tenues de circonstance. Qu'il faut savoir, c'est-à-dire que si on est en représentation, non mais bien évidemment, ça c'est important de le dire aussi. Non, bien sûr, oui, tout à fait. Il faut savoir se tenir, il y a du savoir-être et du savoir-vivre à avoir. Mais je voulais aussi terminer sur le fait que pareil, parce que ça a été des débats que j'ai eus sur Argenteuil. La question du voile, pour moi, c'est un faux débat parce que les gens, ils font ce qu'ils veulent. Moi, à partir du moment où on vient pas me dicter comment je dois m'habiller, si ma jupe est trop courte ou ma jupe est inappropriée, ça me regarde moi. Ça sera votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est juste dire à toutes ces jeunes filles qu'elles n'hésitent pas aussi à aller pousser la porte et à aller demander conseil à des mentors. Et quand je dis des mentors, ça peut être aussi des hommes. Je réinsiste sur ce point-là parce que je suis vraiment pas du tout dans l'opposition homme-femme. Et je vous dis, et moi j'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir eu que des hommes, non, je peux pas dire ça, d'avoir eu beaucoup d'hommes qui m'ont permis de m'épanouir en tant que femme et dans la vie perso et dans la vie professionnelle. Merci beaucoup Fatima Marir. Merci à vous Judith. Alors je rappelle quand même le site de votre entreprise pour ceux que ça intéresse, c'est www.relumix, alors RELUMIX.com. Et nous sommes à Cergy. Et vous êtes à Cergy. Voilà. Nous on a rendez-vous samedi prochain à 13h30 pour un nouveau Destin de Femme, et puis demain c'est la première de cette excellente saison 6, ça sera à 19h en compagnie notamment, chères auditrices, chers auditeurs, de Stéphane Guillon. Tous nos rendez-vous sont sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio, sans oublier les réseaux sociaux évidemment. Merci à mon cher Quentin qui réalise pour vous. Bisous à lui et aux équipes de Sud Radio. Bisous à tous aussi. Bye.